les sessions thématiques concernant les uropathies malformatives de diagnostic prénatal. Et avant de passer notre studio à Sousse, je tiens à féliciter le comité d'organisation de la TMN pour l'organisation de ce congrès et pour m'avoir invité à participer à ces manifestations. Donc notre studio à Sousse, à vous la parole. Juste une petite précision aux participants qu'il y aura des quiz à la fin de cette session. Voilà. Bonjour les amis, je suis Dr Amin Qsa, professeur de chirurgie pédiatrique, exerçant à l'hôpital Fatouma Bourguiba de Monastir et à la faculté de médecine de Monastir. Et voici mon ami, Dr Sonia Nouri, professeur de néonatologie, exerçant à la faculté de médecine de Sousse et à l'hôpital Farhat Hached. Aujourd'hui, nous sommes très honorés de réunir des experts prestigieux pour parler d'un sujet très important, celui des uropathies malformatives de diagnostic anténatal. Dr Sonia Nouri, est-ce que tu partages mon avis que c'est un sujet important ? Tout à fait. D'ailleurs, les anomalies rénales représentent près de 20% des malformations congénitales chez le fœtus, avec une évolution potentielle vers une insuffisance rénale. Actuellement, le diagnostic anténatal est la circonstance de découverte la plus fréquente et devant cette situation, nous devons adapter notre conduite à tenir pour réussir la prise en charge. Au cours de cette session, nous allons, à partir d'un cas clinique réel de diagnostic anténatal, essayer de proposer les principaux traits à traiter avec de prestigieux experts de différentes disciplines. Et c'est pour cela que l'Association tunisienne de médecine néonatale a organisé cette session. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Latif Al-Assoud, professeur agrégé en gynécologie obstétrique à la faculté de médecine de Sousse, exerçant au service de gynécologie du CHU Farhat Hached. Dr Jihen Mathlouthi, professeur agrégé en néonatologie à la faculté de médecine de Sousse, exerçant au service de néonatologie et de réanimation néonatale du CHU Farhat Hached de Sousse. Mon maître, le professeur Mohsen Belrif, chirurgien pédiatre à la faculté de médecine de Monastir et chef de service de chirurgie pédiatrique à l'hôpital Fatouma Bourguiba de Monastir, et Dr Sameh Mabrouk, professeur agrégé en pédiatrie, spécialisé en néphrologie pédiatrique à la faculté de médecine de Sousse et exerçant au service de pédiatrie du CHU Sahloul. Et sans plus tarder, notre ami Dr Amin Qsa va nous présenter le cas clinique que nous allons discuter. Donc voilà, donc là on va exposer une situation assez fréquente, celle d'une dame qui est âgée de 34 ans, G3P2, qui a été adressée par son gynécologue parce qu'il y a eu une constatation à l'échographie morphologique qui a été faite à l'âge de 22 semaines plus 3 jours d'une dilatation pyélocalicielle. Cette dame, elle est tellement anxieuse qu'elle évoque même la perspective d'une interruption de grossesse parce qu'elle ne veut pas voir son enfant souffrir. Donc là, je vais m'adresser à notre ami professeur Latif Al-Assoud pour lui poser la première question. Où est-ce que vous croyez que cette patiente doit être adressée et c'est quoi le but de cette première consultation? Merci, cher ami Dr Qsa. Où est-ce qu'on va adresser cette patiente? On va l'adresser là où elle peut bénéficier d'une prise en charge multidisciplinaire. Donc, a priori, dans une maternité ou dans un service où il y a une prise en charge multidisciplinaire de ce type de malformation. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin d'un échographiste de référence pour la caractérisation de cette malformation, pour la définition et la description de cette malformation, pour justifier d'abord une prise en charge multidisciplinaire et permettre à la patiente de comprendre de quoi il s'agit, parce qu'en fin de compte, on doit informer cette patiente de l'état de son bébé, lui expliquer ce qui se passe et surtout l'informer que cette référence, c'est-à-dire le fait de la référer à un collègue pour faire l'échographie, c'est la première étape de sa prise en charge. Suivra d'autres étapes et elle sera informée au fur et à mesure. Donc, l'accès à cette maternité ou ce service de gynécologie obstétrique où il y a un suivi
des malformations et un diagnostic anténatal disponible, donc permettra à cette dame d'avoir un rendez-vous le plus proche possible. Ce rendez-vous lui permettra de réduire son anxiété et de permettre à l'équipe de l'informer et de lui expliquer ce qui se passe. Ces dames-là ont parfois des préjugés. Ils viennent pour une interruption thérapeutique de grossesse. Il faudrait aussi les informer à propos de la possibilité de le faire ou de ne pas le faire, l'indication. Quels sont justement, Dr Lassoud, les différents diagnostics à évoquer devant une dilatation pyélocalicielle à 22 semaines d'aménorrhée? Devant de telles situations, l'échographiste de référence aura la charge de décrire, de vérifier l'anomalie. Donc, elle est envoyée, la patiente, pour une dilatation pyélocalicielle, mais c'est à l'échographiste de référence de dire s'il y a juste une dilatation du bassinet, donc il y a juste une dilatation pyélique. Justement, là, si on peut voir les diapos, s'il vous plaît, en plus. Oui. Allez-y, madame. Une dilatation pyélique s'il y a une dilatation juste du bassinet, une dilatation pyélocalicielle si l'ensemble des cavités rénales est dilaté et une urétéro-hydronéphrose si l'ensemble des voies urinaires est dilaté. Donc, cette description de l'anomalie ne pourra se faire qu'après mesure du diamètre antéro-postérieur, du diamètre pyélique antéro-postérieur. Si vous allez la diapo suivante, donc la diapo suivante, c'est le diamètre antéro-postérieur va permettre de dresser ce diagnostic lésionnel, donc c'est-à-dire de dire il y a dilatation ou pas, quel degré de dilatation, mais également l'échographie va compléter par la description du parenchyme, s'il y a amincissement ou pas du parenchyme rénal et s'il y a différenciation ou pas du parenchyme. Donc, ça permet aussi, et ça rentre dans le défi qu'a cette équipe multidisciplinaire, d'établir un pronostic fonctionnel rénal et puis d'organiser une prise en charge postnatale. Donc, cette mesure du diamètre antéro-postérieur va classer la pathologie ou la dilatation entre sévère et moins sévère. Lorsque cette dilatation, la diapositive suivante s'il vous plaît, donc si le diamètre antéro-postérieur est supérieur à 4 mm au deuxième trimestre, c'est qu'il y a vraiment dilatation, donc c'est pathologique. Et cette dilatation est plus importante pour parler de pathologie et de dilatation, donc le diamètre devrait être plus important, il sera supérieur à 7 mm au troisième trimestre. Une dilatation plus que 1 cm, plus que 10 mm constitue une dilatation sévère. Cette évaluation par l'échographie aussi, par la mesure du diamètre antéro-postérieur, est faite par la Société d'urologie fœtale aussi, et ça permet aussi de décrire le parenchyme rénal. Et ça permet une classification, une autre classification, et cette classification, on peut la voir par les clichés échographiques. Donc, le stage 1, ou grade 1, c'est une dilatation pyélique isolée, donc sans retentissement sur les cavités calicielles ni sur le parenchyme fœtal. Le stade SFU 2, il s'agit d'une dilatation pyélocalicielle avec peu de calices qui sont atteints et dilatés. Le stade 3 correspond à une dilatation pyélocalicielle importante. Le stade 4, on arrive là à une atteinte et à un amincissement parenchymateux. Voilà. Donc, les dilatations pyéliques, il faudrait rappeler et il faudrait informer nos patientes que les dilatations pyéliques, le plus souvent, sont transitoires dans 40 à 80% des cas. C'est ce qui va justifier ou expliquer à la dame que le recours à l'IMG n'est pas systématique à ce stade. Donc, s'il y a persistance, il faudrait une étude détaillée de la morphologie fœtale, de l'état
de l'arbre urinaire et de la morphologie fœtale en général à la recherche d'autres anomalies associées. Il faudrait également déterminer le sexe fœtal, c'est très important. Les étiologies possibles sont les uropathies obstructives, dont la plus fréquente est la sténose de la jonction pyélo-urétrale. La deuxième étiologie sur le plan fréquence, c'est le reflux vésico-urétral, et puis les autres uropathies malformatives qui sont plus complexes à décrire. J'attire votre attention que la distinction entre reflux et obstruction en anténatal reste difficile, donc du point de vue technicité, possible mais difficile. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, le but de cette première consultation est déjà de confirmer le diagnostic. Il ne faut pas déjà se mouiller et donner des informations aux parents avant déjà de confirmer le diagnostic. Et cette échographie doit être faite par un médecin de référence. D'accord. Donc, dans ce cas de figure, on va avancer. Donc, il y a eu une échographie qui a été faite. Donc, si on peut voir la diapo. Donc, il s'agit là d'une grossesse monofœtale évolutive eutrophique. Là, le sexe, il est masculin. Et on a une dilatation piélique droite, isolée, avec un DAP de 7 mm, donc grade 1, selon ce qu'on a compris de la classification. Il n'y a pas d'anomalie associée et le liquide amniotique est en quantité normale. Donc là, peut-être qu'on va déjà se projeter dans l'information des parents. Et il y aura peut-être des éléments de gravité qu'on devrait rechercher. Donc là, je vous pose la question suivante. Quels sont les éléments de gravité que vous allez rechercher? Alors, pour les éléments de gravité, il faudrait insister sur le fait que l'échographiste de référence, lorsqu'il va faire son échographie, il va aller rechercher d'une manière systématique parce que c'est ce qui va conditionner le pronostic et le suivi aussi de cette patiente. Et puis, ça va aussi conditionner l'interview ou l'entrevue avec les parents. On va leur expliquer l'état de leur enfant et leur dire ce qu'il en est. Donc, si la diapo va vous montrer les différents signes de gravité, la précocité de la découverte est un signe de gravité parce que vous pouvez imaginer qu'une anomalie découverte donc, au 2e trimestre ne peut pas être la même qu'une anomalie découverte juste au 3e trimestre. C'est une question d'évolution, d'aggravation. Il y a un potentiel d'aggravation de certaines lésions qui fait que la précocité est un facteur pronostic de gravité. Les dilatations pyélocalicielles bilatérales en soi, la bilatéralité en soi n'est pas un facteur de mauvais pronostic, sauf s'il y a association avec un oligoamnios. Mais l'oligoamnios isolé est un facteur de gravité des pathologies, de ces malformations obstructives. L'atteinte pulmonaire aussi donc, est un facteur de mauvais pronostic. Un diamètre antéro-postérieur supérieur à 10 mm, comme on l'a dit, au 3e trimestre est un facteur pronostic. Et une dilatation qui s'accentue et s'aggrave d'un contrôle à un autre, d'un examen échographique à un autre est un facteur de mauvais pronostic. La diminution ou la lamination du parenchyme rénal et la perte de différenciation corticomédulaire est un facteur de mauvais pronostic, témoin ou prédicteur d'une insuffisance rénale secondaire. L'hyperéchogénicité qui peut témoigner d'une dysplasie rénale aussi, c'est un facteur de mauvais pronostic. Et puis, l'existence et l'association d'anomalies chromosomiques peut orienter vers d'autres syndromes malformatifs plus complexes et l'altération de la fonction rénale fœtale qui sera évaluée dans certaines situations par la biochimie urinaire fœtale peut être très utile pour trancher quand il s'agit de l'indication ou non d'une IMG. Justement, concernant la biochimie urinaire fœtale, et là je pose la question à Dr Sameh Mabrouk, est-ce que cet examen est de pratique courante? Est-ce que vous le pratiquez devant toute uropathie malformative? La réponse est forcément non. L'évaluation de la fonction rénale, elle est forcément importante dans ces cas. Elle est primordiale pour le conseil qu'on va donner aux parents. Donc, elle passe tout d'abord par l'évaluation échographique, comme on vient de l'expliquer sur les données de l'échographie par Dr Latif Al Assoud. On va évaluer
les stigmates, on va rechercher les stigmates qui peuvent nous orienter vers une altération ou une atteinte de la fonction rénale, en particulier l'oligoamniose, les signes de dysplasie, l'amincissement cortical, les signes de différenciation. Tous ces signes échographiques sont prédicteurs d'une altération de la fonction rénale. En plus, on peut s'aider dans certains cas de la biologie fœtale, que ce soit les tests urinaires ou sanguins fœtaux. Cependant, on ne va pas les réaliser de façon systématique. Cette réalisation se fait dans les cas litigieux où une décision importante doit être prise, mais qu'on n'arrive pas à trancher sur le pronostic de cette grossesse. Dans ce cas-là, on peut faire des tests de biochimie urinaire et de sang fœtal, et en particulier, les tests les plus fiables sont le sodium urinaire et l'habitat de microglobuline. Alors, ces éléments biochimiques, pris isolément, ne sont pas fiables, mais quand on interprète les résultats de façon concomitante, on peut avoir une idée plus précise sur le pronostic de la fonction rénale fœtale. Je crois que Dr Belrith a quelque chose à rajouter par rapport à la gravité, les éléments de gravité. Effectivement, donc, je commence par dire que le diagnostic anténatal a été complètement transformé, a transformé l'approche des uropathies malformatives. En effet, chaque uropathie malformative est suivie depuis avant la naissance. Et on peut avoir une idée sur la gravité après la naissance, le pronostic, les éléments de pronostic, chose qui est très importante. Donc, devant la constatation d'une dilatation pyélique ou pyélocalicielle isolée, il y a plusieurs diagnostics qu'il faut donc évoquer, et que donc ce ne sont que des diagnostics, sachant que cette dilatation pyélique ou pyélocalicielle peut, dans la plupart des cas, donc 40 à 80% des cas, être transitoire. Donc à peu près il y a 30% où cette dilatation va persister, voire s'aggraver, et en rapport avec une lésion anatomique. Donc, quels sont les différents diagnostics à évoquer devant une dilatation pyélique isolée ou pyélocalicielle? Mon ami donc, a évoqué le diagnostic de syndrome de jonction pyélo-urétérale. Il y a aussi le reflux vésico-urétral. Et donc, pour faire la part entre les deux, ce que la dilatation n'est pas très importante au cas de reflux. De même, la modification des mensurations lors de l'examen est en faveur du diagnostic de reflux. Il y a d'autres diagnostics aussi, la dysplasie rénale multikystique. Mais dans ces cas, il n'y a pas de parenchyme rénal normal. Il y a d'autres aussi, la duplicité pyélo-urétérale. Cette duplicité pyélo-urétérale peut s'associer à un syndrome de jonction qui touche le rénicule supérieur. Et dans ces cas, ce rénicule doit être suivi à l'échographie à la recherche du urétérocèle associé. Ça, c'est pour une dilatation pyélique isolée. Mais par contre, s'il y a une dilatation urétérale associée, les choses, les diagnostics à évoquer et à soulever sont nombreux. Je ne fais que citer les valves de l'urètre postérieur, le syndrome de Plumbelli. Et il y a aussi les malformations urogénitales, le sinus urogénital commun qui peut être à l'origine d'une dilatation urétero-pyélocalicienne. Les éléments de gravité, nous avons la possibilité d'avoir une idée sur le pronostic de cette uropathie malformative par soit le dosage biochimique, comme vient d'être dit, urinaire, et par aussi des données échographiques, la constatation d'un amincissement du parenchyme, d'hyperéchogénicité, l'apparition des kystes corticaux, l'existence d'un urinome, une acide fœtale, voire une pleurésie pleurale. Tout ça sont des éléments de gravité. Et qu'il a été démontré actuellement qu'il y a une corrélation entre la biologie urinaire fœtale et la valeur de la créatinémie à l'âge de 1 an, 2 ans. De même,
le dosage de la bêta-2 microglobuline, donc il y a une corrélation entre son dosage et la clairance de la créatinine à l'âge de 10 à 17 ans. Vous voyez, donc on peut avoir une idée sur le devenir à long terme de la fonction rénale. D'accord, merci Dr Belrif. Donc là, pour notre cas, le diagnostic de dilatation pilocalicielle a été fait en anténatal et donc nous avons des parents que nous devons entretenir. Qu'est-ce que nous devons dire aux parents? Qui devra les entretenir? Et là, je vais faire un tour pour prendre vos avis en commençant par Dr Lassoud. Donc, où se fera l'entretien? Qui sera présent lors de l'entretien? Et que faut-il dire à ces parents qui sont affolés devant cette situation? Oui. Donc pour l'entretien, je commencerai par qui d'abord et je crois que mes amis et collègues donc, pourraient participer, pourraient donner leur avis là-dessus. Et c'est vraiment le médecin traitant donc, qui prend en charge la patiente, qui organisera cette prise en charge multidisciplinaire. Donc, quand il s'agit, comme on l'a vu tout à l'heure, d'une petite dilatation, donc en la contrôlant, elle reste au même état, elle ne s'aggrave pas, il n'y a pas de problème. Donc, on verra que dans le suivi, il y a des particularités pour le suivi et pour l'approche périnatale, mais là, c'est le suivi. On va annoncer à la patiente cette petite dilatation et la nécessité du suivi. Quand les choses sont plus sérieuses, il faudrait vraiment que ça soit une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, il faut aviser le néonatologue, le généticien aussi, le chirurgien. Donc, les participants dans ce comité de concertation pluridisciplinaire pour préparer la prise en charge prénatale et postnatale. Donc, tous, on doit œuvrer pour communiquer avec le couple. Et puis, il faudrait savoir qu'il y a des conditions pour cette communication avec le couple. Il faut faire attention aux impacts des premiers mots. Bon, si on peut voir la diapo. Tout à fait. Tout à fait, c'est très important. Ça ne demande pas une expertise médicale importante ou différente ou spéciale pour préparer une entrevue avec le couple en ce qui concerne donc une malformation donnée. Donc il faudrait soigner l'annonce, il faut montrer la bienveillance et de l'empathie, il faut éviter les bruits. Donc, éviter de trop dire des choses, de rassurer plus, ou bien de vraiment donner un discours alarmant, excessif. Donc, il faudrait canaliser les inquiétudes, les interrogations, les attentes et les émotions, ceux du patient, ceux du couple, hein, des parents, mais nos émotions à nous aussi, nos inquiétudes à nous aussi, médecins. Donc, il faudrait trouver un terrain de confiance et de dialogue avec les parents, mais aussi trouver un terrain de dialogue dans l'équipe multidisciplinaire. Merci, Dr Lassoud. Donc, je demanderai à Dr Mathlouthi, qui est néonatologiste, à propos de cet entretien, comment doit-on faire l'entretien, dans quelles circonstances? Moi, je trouve que c'est très important qu'un néonatologue fasse l'entretien en même temps que l'équipe d'obstétrique si c'est un cas grave et après si c'est un cas qui est moins grave. Parce que du moment qu'on explique aux parents qu'est-ce qu'on va leur faire après la naissance, ils sauront et puis ça va peut-être apaiser un tout petit peu, ça va les calmer un tout petit peu quand ils sauront qu'est-ce qu'on va leur faire à leur enfant. Donc on va leur expliquer brièvement est-ce qu'on va l'hospitaliser ou pas, qu'est-ce qu'on va faire par rapport au suivi, ça va les apaiser, à mon avis. Merci, Dr Mathlouthi. Alors, Dr Belrif, est-ce que lors de cet entretien en anténatal, vous estimez que la présence du chirurgien pédiatre pourra avoir sa place? Effectivement, donc, cette prise en charge, comme on l'a dit au départ, doit être donc multidisciplinaire et tous les intervenants doivent donner leur avis. Pourquoi? Parce que donc, ça permet de prendre des décisions parfois très importantes et faciliter donc aux parents de prendre la décision en se basant sur les données de l'échographie, l'avis du chirurgien, l'avis du pédiatre,
l'appui de nephrologue pédiatre, donc, et des résultats aussi tout dépend des cas, résultats donc, des examens biologiques urinaires fétales. Donc, en tenant compte de tout ça, il y a donc 4 situations, ou 3 situations, donc, qu'il faut donc, dire donc, aux parents pour qu'ils prennent donc, une décision. Soit qu'il faut faire un geste en anténatal, chirurgical. Deuxième éventualité, arrêter ou suivre la grossesse. Troisième éventualité, programmer un accouchement prématuré. Et cinquième donc, éventualité, donc, continuer habituellement, normalement, donc, la grossesse et avec un suivi postnatal. Merci. Dr Mabrouk. Merci. Moi, je pense que je rejoins ce que tous les collègues ont dit. La décision, elle est multidisciplinaire. Elle doit être multidisciplinaire. C'est une concertation qui doit inclure tous les intervenants. Le pédiatre et le nephrologue pédiatre peut être inclus aussi, surtout dans les cas où il y a une décision importante avec une suspicion d'une altération de la fonction rénale, une suspicion d'un risque d'insuffisance rénale néonatale. À ce moment-là, je pense qu'on doit également intervenir dans cette décision. Mais, comme a dit Dr Lassoud, il ne faut pas donner de faux messages. Il faut donner un message qui soit correct, avec les bons termes, ni trop alarmiste, ni on va tranquilliser, on va donner des faux espoirs. Il faut être objectif, concret, donner les bons messages au bon moment pour que la grossesse se déroule dans les normes et selon les protocoles en fonction de la sévérité de l'atteinte. Merci, très bien. Donc, on a compris l'importance de cet entretien, qui doit le faire. On doit communiquer entre les différents spécialistes. Et parmi les hypothèses de prise en charge anténatale qui ont été avancées, il y a l'interruption de la grossesse. Alors, je m'adresse à Dr Lassoud, puisque c'est elle l'expert en gynécologie obstétrique. Quand est-ce qu'on pourrait discuter avec les parents une éventuelle interruption de la grossesse pour une uropathie malformative? En tout cas, pour notre patiente, ça ne serait pas l'indication d'une interruption médicale de grossesse. Très bien. Parce que c'est une lésion, c'est une dilatation qui reste modérée et il n'y a pas de malformation associée, il n'y a pas d'atteinte du parenchyme, donc il n'y a pas de signe de gravité jusque-là. Donc c'est plutôt rassurant. Rassurant. Mais là, dans l'autre cas de figure où il y a des signes de gravité, où il y a une bilatéralité des lésions, un oligoamnios, une atteinte précoce, donc une hypoplasie pulmonaire, où il y a des facteurs ou des éléments de gravité qui sont observés à l'échographie, la biochimie urinaire pourrait trancher. Donc, les comités de concertation multidisciplinaires décideront en fonction des critères échographiques et s'aideront par les critères biologiques, donc pour décider de l'indication de l'IMG. D'accord. Et là, j'ai une question à Dr Belrith. Quelles sont les situations dans lesquelles on pourrait envisager un traitement chirurgical anténatal, une dérivation? Et si ça se fait, est-ce que ça se fait dans un autre contexte? Dans notre contexte, comme a été dit, donc, c'est une dilatation pylique isolée. Je veux dire notre contexte en Tunisie. En Tunisie. Donc, actuellement, en matière donc, de chirurgie anténatale, donc, on n'a pas l'expérience. Mais là, on va discuter sur le plan donc, théorique. D'ailleurs, maintenant, les gestes en anténatal sont de plus en plus limités, même dans les pays les plus développés, pour la simple raison parce que ça peut avoir des retentissements aussi bien fœtales que maternels. Mais quelles sont les situations où on peut discuter ça? C'est dans les formes très graves qui donc, peuvent donc, entraîner le décès à la naissance ou dans les jours qui suivent donc, la naissance. C'est dans ces situations que ces gestes peuvent être intéressants, mais au prix des complications, donc, comme je l'ai dit. Le plus souvent, on a affaire à une dérivation uro-amniotique donc, pour
diminuer la pression donc, et donc sauver la fonction rénale 1. 2 aussi, donc ça permet de sauver le développement des autres organes aussi. Les situations de syndrome de jonction qui peuvent nécessiter en anténatal un geste de dérivation, c'est de loin exceptionnel. Et là, je cite un seul cas, mais c'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. C'est le cas de syndrome de jonction très volumineux, très important, donc une dilatation très importante qui va entraîner une ascite, laquelle ascite peut entraîner aussi la formation d'un épanchement pleural qui peut entraver le développement pulmonaire. C'est une situation donc, qui est rare et qui peut donc entraîner d'autres complications, la compression des autres organes. Donc c'est une situation grave, plutôt rare, et qui peut donc faire discuter une éventuelle dérivation uro-amniotique. En dehors de cette situation, c'est surtout donc, en cas de valve de l'urètre postérieure, en cas de dilatation urétérale associée chez un garçon. C'est dans ces situations que donc, on peut discuter, devant des signes de gravité, on peut discuter une dérivation uro-amniotique en anténatal. Merci. Moi, je voudrais vous saluer tous pour ce volet-là de l'entretien avec les parents. C'est un volet très important. Il y a beaucoup de mots-clés que j'ai entendus au cours de cette discussion. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça, il faut le dire. Parfois, il y a des patients où on est informé dans le couloir ou dans l'ascenseur, ou même parfois en postnatal. Et là, on doit vraiment soigner notre entretien. Un entretien, ça se prépare. Un entretien, ça se prépare. Justement, dans cet entretien, peut-être aussi les parents vont se poser des questions sur les examens complémentaires qui peuvent être faits autres que l'échographie. Et là, je vais vous poser les questions rapidement. Dr Latif El-Aswad, est-ce que vous pensez que l'IRM fœtal pourrait avoir une indication dans ce cas et dans quel cas ça serait indiqué? De première intention, non. Non. Donc, nous sommes tous d'accord qu'on ne peut pas indiquer une IRM fœtale de première intention dans des cas pareils, en l'occurrence le cas qu'on vient de présenter aujourd'hui. Mais ça peut être d'une aide précieuse lorsqu'il s'agit de situations complexes, où on a besoin vraiment de distinguer l'appareil urinaire d'une malformation digestive, d'un sinus urogénital et d'autres malformations. Là, l'IRM pourrait avoir de l'importance et aura un apport très important. Maintenant, je passe à Dr Jihan Mathlouthi. Est-ce que vous pensez que le diagnostic pourrait avoir une place dans ce cas et dans quel cas il serait indiqué? Pardon? Le diagnostic génétique anténatal, est-ce qu'il y a une place? Oui, donc le rein, c'est un organe de dysmorphologie assez important. Donc, il faut chercher les anomalies associées. Ça s'associe dans 30 à 40% des cas à d'autres anomalies. Mais en revanche, si on fait une très bonne échographie anténatale, on ne trouve pas d'autres anomalies associées. À ce moment-là, il n'y a pas d'indication au cariotype et il faudrait compléter l'examen après la naissance, être sûr qu'il n'y a pas de malformation associée, qu'on pourrait rattacher à un syndrome ou une aberration chromosomique. Mais malformation rénale seule n'est pas une indication en cariotype anténatal. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, Dr Latif El-Aswad, on va penser au suivi de ce patient. Et on doit bien sûr informer les parents de ce suivi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous voyez le suivi pour cet enfant? Bien sûr, pour ces femmes, pour ces couples, il faudrait préciser que le diagnostic, le suivi de grossesse doit se dérouler selon les standards d'abord. Et on va rajouter une surveillance échographique proche ou rapprochée. Voilà. Donc, cette surveillance échographique se fera donc après cette première échographie faite à 22 semaines, 2 à 3 semaines après cette première constatation. S'il n'y a pas d'accentuation de la malformation, les contrôles échographiques deviendront mensuels. Donc, et je rappelle que ces femmes devraient bénéficier d'un suivi obstétrical de leur grossesse comme il se doit. Comme les autres femmes, mais surtout insister sur la surveillance échographique. Puis, à 32 semaines, il faudrait faire une échographie parce que c'est très important de faire cette échographie T3. C'est vraiment le milestone
hein, c'est là où on va décider s'il y a aggravation importante, on devrait exposer ça au comité pluridisciplinaire pour pouvoir décider d'une manière pluridisciplinaire. S'il n'y a pas d'aggravation, tout va bien, il n'y a pas d'accentuation, on peut aller jusqu'à terme, hein, tout en continuant la surveillance obstétricale et la surveillance échographique tous les mois. J'insiste sur le fait que l'échographie de 32 semaines est vraiment indispensable pour décider de l'accouchement, de la voie d'accouchement, du moment de l'accouchement et de la prise en charge périnatale, hein, avant l'accouchement et après. Vos demandes sont des ordres. Voilà l'échographie qui a été faite pour cette patiente. Si on peut voir donc, la diapo, s'il vous plaît, donc une échographie faite à 32 semaines qui montre là que le DAP est passé à 12 mm. C'est encore une dilatation piélo-calicielle droite isolée, toujours pas d'anomalie associée et un liquide amniotique en quantité normale. Donc là, on va vous demander, docteur Lassoud, que faut-il faire? Nous avons fait l'échographie de 32 semaines et au vu de ce qu'on a trouvé, que faut-il faire? Nous sommes à 12 mm de dilatation, nous sommes à un stade sévère, hein, de dilatation piélo-calicielle. Donc, d'une dilatation piélique simple, nous sommes passés à une dilatation piélo-calicielle. C'est ce qui fait qu'on est passé d'un grade 1 à un grade 2. Donc, dilatation sévère. Et puis, heureusement, pour cet enfant, qu'il n'y a pas d'atteinte parenchymateuse, mais ça ne justifie aucun relâchement dans la surveillance. Il faudrait vraiment, là, avertir les néonates, avertir les chirurgiens, faire notre staff, notre meeting de comité de concertation, parce qu'on a 3 cas de figure. C'est ce qu'on voit généralement devant une uropathie malformative. C'est ce qui se passe. Ou bien l'échographie anténatale trouve que c'est une dilatation donc de bon pronostic, donc sans atteinte du parenchyme, qui est isolée, sans rien du tout. Donc c'est un monitorage échographique avec évaluation postnatale, pas de place à un accouchement prématuré. Ou bien c'est un pronostic très sévère, très mauvais, avec lamination du parenchyme, avec une dilatation très importante. Donc, il faudrait penser à une atteinte sévère. Et là, on fera appel au prélèvement biologique pour décider d'une interruption médicale de grossesse. Donc, et puis, il y a le milieu, l'intermédiaire, où il y a pas tellement de signes de gravité alarmants, etc. Donc, on raisonnera au cas par cas, mais d'une manière pluridisciplinaire, toujours pluridisciplinaire. Merci. Donc, à la fin de cette première partie, nous avons vu l'importance du diagnostic anténatal, l'importance de l'approche multidisciplinaire entre les différentes disciplines, l'entretien avec les parents, le suivi, et nous allons arriver à l'accouchement et à la prise en charge néonatale. Et là, je m'adresse à Dr Mathlouthi. Concernant l'accouchement, où est-ce que l'accouchement devrait se faire? Et est-ce que, dans certains cas, on sera amené à indiquer un transfert in utero de certaines femmes? Pour le transfert in utero, ça rejoint un peu les indications habituelles d'un transfert in utero chez tout nouveau-né. Ce n'est pas nécessaire pour notre nouveau-né parce que c'est vrai que la dilatation elle est assez importante à 12 mm. On a dit à partir de 10 c'est sévère, mais en anémie amincissement parenchymateux, il n'y a pas d'autres signes associés, pas de leucaminiose. Donc c'est la réponse, c'est non pour notre malade. En revanche, il y a des, comme vous voyez sur l'écran, il y a les anomalies qu'on juge sévères qui doivent indiquer un transfert in utero vers un niveau 3, tel que si on a une anomalie anténatale sur rein unique, une atteinte rénale bilatérale, un obstacle avec suspicion de valve de l'urètre postérieur, un oligoamnios associé et inexpliqué par une autre cause, bien entendu, une dilatation sévère associée à un parenchyme aminci, ou bien si on a un syndrome malformatif. Mais il faut insister sur le fait que si on accepte de le faire accoucher dans une maternité qui n'est pas de niveau 3, il faut que la maman ait une lettre d'accouchement. Il faut qu'il y ait eu au préalable un conseil
un staff multidisciplinaire là où la décision est notée sur les lettres d'accouchement. Il faut que le médecin qui va s'en occuper sache comment faire le suivi à court terme. Il faut qu'un suivi protocolisé à court terme, qu'on va détailler par la suite, bien sûr, et puis qu'il adresse à un spécialiste pour un suivi à long terme. Donc, il faut respecter tout ça. Et puis, après, tout médecin pourrait faire le suivi. Justement, je profite de ceci pour vous demander si la prise en charge néonatale à la naissance devrait être faite uniquement par un pédiatre, c'est-à-dire que l'accouchement se fera dans une maternité où il y a un pédiatre sur place. Moi, je pense que non. Du moment qu'on a fait une écho, on est sûr des anomalies anténatales, qu'on a fait une échographie anténatale par un expert, que, encore une fois, un staff a pris une décision et que le médecin qui va le prendre en charge sache le protocole de suivi des nouveau-nés qui ont une dilatation des voies urinaires anténatales. Je pense que tout médecin pourrait le faire. D'accord. Et concernant le terme de l'accouchement, y a-t-il des indications à un accouchement prématuré et la voie d'accouchement? Et là, je vais demander d'abord à Dr Maslouthi et ensuite à Dr Laswed de nous éclairer un peu sur l'accouchement, le terme, la voie et s'il y a une indication à une corticothérapie anténatale si jamais on décide d'accoucher ce nouveau-né prématurément. Les soins d'un nouveau-né qui a un diagnostic anténatal de dilatation des voies urinaires, c'est les soins standards pour tout nouveau-né. En revanche, il y a quelques indications, rares indications de césarienne, d'induction de la grossesse avant terme. Et ça, c'est des décisions qu'on prend à 2, ou bien même à 3 ou à 4. C'est des décisions multidisciplinaires et ça reste exceptionnel. Je pense que ça reste réservé à des cas où on a un oligoamnios avec une souffrance fœtale chronique qui doit indiquer un accouchement prématuré. En revanche, si on décide d'accoucher le nouveau-né de façon prématurée, il faut peut-être qu'on respecte les 34 semaines pour prendre en considération les effets indésirables de la grande prématurité et puis les effets indésirables de l'uropathie. À 34 semaines, ce n'est pas des grands prématurés et je pense que l'uropathie n'a pas beaucoup... Bien sûr, c'est au cas par cas, mais on essaye d'induire l'accouchement prématuré à 34 semaines. Et pour arriver à la corticothérapie anténatale, elle est indiquée pour tout accouchement prématuré avant 34 semaines d'aménorrhée. Ça rejoint les indications habituelles. Oui, Docteur Laswed, je suis du même avis, elle a tout dit, Dr Maslouthi, donc de point de vue terme et voie d'accouchement. Hein, on est d'accord là-dessus, on travaille dans la même équipe. Et là, est-ce qu'il faut hospitaliser ce patient, Dr Jihel Maslouthi? Non, pas nécessaire. En dehors de ces lésions qu'on juge graves, quand on a sur l'écran les anomalies sur rein unique, bilatérales, etc., non, on va les suivre, on va les garder, on va les suivre soit aux étages, soit... Aux étages, c'est-à-dire à la maternité, à côté de leur maman, oui. D'accord. Oui. Et je reviens à un autre malade, bien sûr, un autre patient. Il n'y a aucune indication à l'hospitaliser. C'est un nouveau-né qu'on va suivre à la maternité, mais après un examen minutieux. On va voir par la suite. Donc, docteur Belrif, là, je vous pose une question sur cet enfant. Est-ce que vous désirez le voir dès la naissance ou juste être averti par téléphone? C'est un point très, très important. Là, il faut donc insister sur l'étroite collaboration entre le pédiatre néonatologiste et le chirurgien pédiatre dans le suivi de ces cas d'uropathie malformative pour discuter les explorations, le programme de prise en charge et donc à discuter les différents détails. Donc il faut qu'il y ait une collaboration et un suivi très étroit entre ces deux intervenants. Merci. Donc là, je passe à Dr Jihel Maslouthi. Cet enfant vient de naître et vous êtes appelé à le voir. Qu'est-ce que vous allez insister dans votre examen clinique? Donc, pour tout nouveau-né qui a un diagnostic anténatal de dilatation des voies urinaires, il faut qu'il soit vu dès la salle de naissance. L'objectif de cet examen, c'est d'évaluer le retentissement de cette uropathie et de voir s'il y a des malformations associées qui pourraient conditionner le pronostic. Ces malformations peuvent être locaux-régionales ou à distance. Donc, pour notre nouveau-né, heureusement qu'il a eu une échographie, un suivi correct, donc on n'aura pas beaucoup de surprises. Mais idéalement, il faut faire un examen complet. Au début, il faut éliminer une urgence, notamment respiratoire. On sait tous qu'un oligoamnios
pourrait s'accompagner d'une hypoplasie pulmonaire et donc ça pourrait donner une détresse respiratoire. Après avoir éliminé une urgence, on va examiner le nouveau-né. On va voir s'il a une dysmorphie faciale qu'on pourrait rattacher à une aberration chromosomique ou un syndrome génique. Il faut voir les anomalies des oreilles ou de la région cervicale. Donc, comme vous voyez sur la diapo, là, on a une fistule de la racine de l'hélix. Sur la diapo suivante, il faut rechercher, comme vous voyez sur la photo, le condylome prétrachien. Et puis, sur la dernière photo, il faut rechercher ces éléments-là, le résidu bronchial en région latérocervicale. Et si on a ces anomalies-là, on pourrait suspecter un syndrome bronchio-otorénal. Après avoir examiné l'oreille, il faut examiner les extrémités, et je vous invite à voir la diapo suivante, les extrémités et les anomalies vertébrales. Donc là, c'est des signes qui pourraient orienter vers un dysraphisme spinal. Vous voyez les touffes de poils, le lipome au niveau sacré, la fistule, etc. Donc ces anomalies-là, il faut faire très attention parce qu'on peut avoir un dysraphisme spinal qui pourrait s'accompagner d'une vessie neurologique. Les anomalies des extrémités qu'il faut rechercher. Par exemple, là, on peut avoir ces lésions-là dans le syndrome d'Apert, et puis anomalie au niveau des membres supérieurs ou membres inférieurs. Après, il faut bien examiner l'artère ombilicale, être sûr qu'il y a 2 artères et une veine, parce qu'on peut avoir un syndrome de l'artère ombilicale unique, et ça, c'est une vérification qui devrait être faite dès la salle de naissance. On va examiner les organes génitaux externes. On peut avoir un hypospadias. Fréquemment, on a un hypospadias. Rarement, on a un épispadias. On peut avoir une verge coudée. On peut avoir une coalescence des petites lèvres. On peut avoir un trouble de la différenciation sexuelle. Il faut faire un examen méticuleux, minutieux, parce que, comme je vous ai dit, ça conditionne le pronostic. Il faut voir s'il y a une anomalie de la miction. On sait que 92% des nouveau-nés urinent les premières 24 heures et 8% les deuxièmes 24 heures. Donc, si le nouveau-né a un retard d'émission de méconium, il faut s'inquiéter et puis faire un bilan rénal. Il faut voir le G. Un retard d'émission des urines. Retard d'émission des urines. D'accord, on a compris. Oui. Il faut voir la qualité du G, parce que là, on n'est pas devant un syndrome valve de l'urètre postérieure, mais si on a un nouveau-né qui a un diagnostic anténatal de valve de l'urètre postérieure, il va uriner goutte à goutte. Et puis, examiner l'abdomen, voir s'il y a une néphromégalie, s'il y a une vessie importante. Et puis, l'acide aussi, comme l'a dit Dr Bedrith, la majeure, l'étiologie la plus importante des acides néonatales, c'est l'acide urineuse. Et ça, c'est un signe de gravité. Donc, ça, c'est l'examen de tout nouveau-né qui a un diagnostic anténatal d'uropathie malformative. Encore plus si cette écho la maman n'a pas suivi. Il faut être méticuleux, faire tout ce diagnostic-là et après, avoir une idée sur le pronostic. Merci. Donc, on a bien compris l'importance de cet examen clinique. Maintenant, qu'en est-il des explorations paracliniques? Pour les explorations paracliniques, rien n'est systématique à part l'échographie. Donc, pour la fonction rénale, le dosage de la créatinine, on va le réserver aux enfants qui ont les anomalies sévères qu'on a déjà citées, ou bien les enfants chez qui on a une oligurie, ou bien on a une anomalie de la miction. Pour le CBU, ce n'est toujours pas systématique, mais il faut par la suite attirer l'attention de la maman qu'il faut penser à l'infection urinaire chez tout nouveau-né qui fait de la fièvre. Ou elle a nourrisson qui fait de la fièvre, d'accord? Parce qu'on peut avoir des infections urinaires dans le suivi de ces nouveau-nés-là. L'échographie rénale, en revanche, elle est systématique, elle est très importante, elle a une place très importante. Cette échographie-là va être faite entre J5 et J7 pour la majorité des nouveau-nés, parce que je vous rappelle que le nouveau-né, il a une déshydratation physiologique, une miction qui ira, donc on a une hypotonie des voies urinaires, donc on peut avoir, si on la fait précocement, on peut avoir des faux négatifs, donc il faut la faire entre J5 et J7. Cette échographie va être avancée à J2 si on suspecte une valve de l'urètre postérieure, et même si on la fait à H48, il faut la refaire à J5. Et je tiens à préciser qu'une échographie normale en postnatal, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de surveiller le nouveau-né, qu'il va falloir faire l'échographie à mois et une surveillance échographique jusqu'à l'âge de 6 mois pour les nouveau-nés qui ont une échographie rénale, pour être sûr que l'écho, elle est normale. Pour les autres qui ont une anomalie à l'échographie rénale, le suivi va être multidisciplinaire avec les chirurgiens pédiatres, moyennant la scintigraphie, etc.
Alors, concernant cette première échographie qui est faite juste après la naissance, vous avez dit qu'on préconise une échographie entre J5 et J10 de vie, sauf dans certains cas où on devrait avancer cette échographie à H48 de vie. Est-ce que, entre-temps, vous préconisez de garder le nouveau-né au niveau de la maternité jusqu'à ce que l'échographie soit faite, ou on peut le faire sortir et demander une échographie à titre externe? En dehors des nouveau-nés, bien sûr qu'on a hospitalisé de la naissance, on est d'accord. Bien Pour sûr, les nouveau-nés bien qui sûr. avaient des anomalies sévères, non, pas nécessairement. Du moment, il faut un examen clinique, bien sûr, normal. Il faut être sûr que l'examen clinique est normal. Il faut insister auprès des parents sur l'importance de l'échographie. Il faut leur donner un rendez-vous. Il faut être sûr qu'ils vont revenir faire l'échographie, parce que des fois, quand ils habitent un peu loin, on préfère les garder parce que avec l'expérience, on a vu qu'ils ne revenaient pas. Mais si les parents sont bien sensibilisés sur l'importance de l'écho, ils peuvent sortir et revenir à J5 pour faire l'écho. Voilà, donc chez notre nouveau-né, l'échographie rénale postnatale a été pratiquée et a montré une dilatation de 30 mm. Alors, on va donc s'adresser à Dr Jihen Mathlouthi. Que faut-il dire aux parents à ce stade, au vu des résultats de cette échographie? On va leur dire que c'est sérieux, c'est une dilatation c'est une dilatation pylo-calicielle de 30 mm. On va leur expliquer que c'est a priori un syndrome de la jonction pylo-urétérale. Et puis, on va leur expliquer que le suivi sera planifié avec les chirurgiens pédiatres. Justement, oui. Quand faut-il prévenir le chirurgien pédiatre? Je pense que Dr Bledrif est le mieux placé pour répondre à cette question. Oui, donc on s'attendait que la dilatation va être importante. Puisqu'en anténatal, au deuxième trimestre, le DAP était à 12, supérieur à 10. Donc on s'attendait que cette dilatation va être importante et ça va être très difficile donc, qu'elle soit transitoire. Donc le diagnostic le plus probable et ça sera un syndrome de jonction pylo-urétérale. À 30 cm, c'est sérieux, c'est très dilaté. Donc là, il faut... assurer un suivi très rapproché par crainte d'une aggravation de cette dilatation très importante. Et donc, demander les explorations nécessaires pour confirmer le caractère obstructif de cette dilatation. A priori, avec 30 mm comme DAP, on sait d'avance que ça va être obstructif, vu l'importance de cette dilatation. Donc, l'échographie, c'est vrai, l'échographie était l'examen clé, l'examen le plus important pour confirmer cette dilatation, mais le caractère obstructif ou non, on a besoin d'autres explorations pour confirmer ceci. Donc, on demandera un examen, une scintigraphie rénale, et il y en a deux types. Cet examen donc, est réalisé le plus souvent en dehors de la période natale, vers l'âge de 1 mois, 4 à 5 semaines de vie, et qu'il y a donc deux types. Il y a donc la scintigraphie rénale au DTPA, où la filtration se fait, donc la filtration est glomérulaire, donc ça nécessite une maturation rénale. C'est pour cette raison qu'on le fait à un âge loin de la période de premiers jours, donc première semaine de vie. Et le deuxième, donc, qui est plus fiable, le deuxième examen, c'est la scintigraphie MAC3, où donc l'excrétion est tubulaire. Elle est plus fiable que la scintigraphie DTPA. Ces deux examens vont préciser 2 points. Un, le caractère obstructif de cette dilatation. Donc, ils vont vous dire que c'est une jonction pylo-urétérale obstructive. Ce n'est pas une dilatation transitoire, c'est une obstruction donc, qui va très probablement nécessiter un geste. Deuxième point à préciser par cet examen, c'est la valeur fonctionnelle du rein. Donc, elle peut vous préciser donc, la fonction du rein. Est-ce que donc, cette
cette fonction est conservée ou bien donc, est touchée. Donc justement, là, vous avez fait la prescription de cet examen, mais avant d'arriver au résultat de cet examen, est-ce qu'il y a une indication à l'antibioprophylaxie? Et là, je vais poser la question à Dr Samah Mabrouk. Est-ce qu'il y a une indication à l'antibioprophylaxie dans ce cas de figure? Alors, dans ce cas de figure, probablement pas. Mais déjà, pour l'antibioprophylaxie, elle est de plus en plus discutée, son indication, parce qu'elle a un impact écologique important avec une création de taux de résistance très important dans les infections urinaires des enfants. Donc, la place de l'antibioprophylaxie, elle est très limitée. Dans les dilatations légères à modérées, a priori, il n'y a pas d'indication. Mais dans les cas sévères, d'autant plus s'il y a un reflux, d'autant plus si l'enfant il s'infecte, il y a une indication à mettre une antibioprophylaxie en attente de la chirurgie, surtout au cours de la première année de vie. Mais ça se discute au cas par cas. Mais pour ce malade, je pense que même si la dilatation elle est à 30, s'il n'y a pas de reflux associé, il n'y a pas de risque important d'infection, donc il n'y a pas d'indication à une antibioprophylaxie. Justement, est-ce que vous allez demander une UCR pour cet enfant, oui ou non? Alors, l'UCR, probablement, je ne sais pas pour les chirurgiens comment vous procédez, mais normalement, si la dilatation est unilatérale, si l'échographie, elle montre le syndrome de jonction et qu'on est certain du diagnostic, on ne va pas rechercher un reflux, sauf si c'est nécessaire pour la décision thérapeutique chirurgicale. Sauf s'il y a peut-être des infections urinaires, peut-être qu'on fera une UCR. Est-ce que vous êtes d'accord, c'est Marcel? Effectivement, donc, le syndrome de jonction se définit par une dilatation pudique avec urtère fin. Alors, si à l'échographie vous dit que l'urtère est de dilatation modérée, dans ce cas, on peut penser peut-être à un reflux associé. On peut, c'est juste une simple hypothèse. Donc, l'UCR, est-ce qu'il est demandé de manière systématique devant une telle donc, observation? Non. Il n'y a pas d'indication. Donc, l'UCR n'est demandé que si l'enfant présente une infection urinaire ou bien il y a une anomalie à l'échographie. D'accord. Donc, c'est clair. Là, on va revenir donc, à l'examen qui a été demandé, la scintigraphie. Donc là, on va voir la diapo. Vous voyez là l'aspect obstructif qu'on est en train de voir au niveau du rein. Et en plus, il y a, là je peux vous le dire, il y a une altération de la fonction relative du rein. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire, c'est Marcel? Tout dépend. Donc, en fait, en matière du syndrome de jonction et d'une manière générale pour toutes les uropathies, le raisonnement doit se faire cas par cas, surtout pour les indications. Alors, pour ce cas, c'était un nouveau-né qui avait donc un syndrome de jonction d'allure obstructive avec un DAP à 30 et un retentissement sur la fonction rénale. C'est une indication opératoire. Tout à fait. C'est une indication opératoire. Toute la question donc, c'est quand il faut opérer cet enfant. Est-ce qu'il faut l'opérer à un âge précoce, donc avant l'âge de 3 mois, à l'âge de 1 mois, 2 mois, ou bien donc attendre l'âge de 3 mois pour opérer donc, ces cas. Tout dépend des situations. Alors, si vous opérez trop tôt, il y a, d'accord, vous sauvez donc la fonction rénale, donc peut-être que cette fonction sera récupérée, mais il y a un pourcentage de complications plus important de sténose. C'est pour cette raison, la plupart des auteurs préfèrent attendre l'âge de 3 voire 6 mois, sauf pour certaines situations où il faut donc agir à un âge plus précoce. Donc, Dr Belridi, je vais vous exposer certaines indications chirurgicales en termes de syndrome de jonction et je voulais vous demander votre avis par rapport à ces indications. Oui, je partage parfaitement donc, ce qui a été signalé sur cette plaque. Donc, avant 1980, dans le temps, on opère les syndromes de jonction que si donc, la fonction est touchée. Mais quand même, donc, on ne va pas attendre donc, la détérioration de la fonction rénale pour poser l'indication opératoire. Si on constate une aggravation progressive de la dilatation, dans ces cas, il faut poser l'indication opératoire. Dans la plupart des cas, on attend l'âge de 3 à 6 mois. Il est exceptionnel d'opérer avant cet âge pour les cas de dilatation très importante,
supérieur qui atteint donc 4 cm, voire plus, pour donc les opérer à un âge précoce. Les autres formes, ce sont les formes symptomatiques, c'est-à-dire les formes compliquées, telles qu'une douleur, bien que c'est difficile d'interpréter la douleur donc à cet âge, le cas d'infection et en cas de formation de calcul de stase. Donc là, on est d'accord, il y a une indication chirurgicale. Et donc, cet enfant a été opéré. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot juste très rapide en quoi consiste l'intervention chirurgicale? Donc, cette intervention, elle est menée par une voie d'abord actuellement soit chirurgie classique, par une lombotomie ou abord postérieur, soit par voie cystoscopique. Et le geste opératoire est très simple, consiste à réséquer la jonction pyélo-urétérale avec ou sans une plastie, un modelage sur le bassinet selon l'importance de la dilatation. Et donc un rétablissement de la continuité sera réalisé. Et le drainage urinaire est soit donc ce sera un drainage interne, par une sonde double J, ou bien un drainage externe. Merci. Donc là, nous revenons à notre enfant. Il a été opéré par les chirurgiens pédiatres et il sera suivi. Et là, je vais demander à Dr Mabrouk quels sont les éléments de suivi et quels sont les éléments de pronostic à long terme, quelles sont les complications, comment on doit procéder pour le suivi. D'accord. Donc, alors, la crainte majeure dans les cas d'uropathie ou des anomalies de développement du rein et des voies urinaires, c'est le développement ultérieur de l'insuffisance rénale chronique. Donc, il est impératif, au cours des évaluations initiales, de chercher les facteurs prédictifs, les facteurs de risque d'évolution vers l'insuffisance rénale et d'assurer un suivi à court, à moyen et à long terme de ces enfants-là pour ne pas les perdre et pour pouvoir détecter et traiter à temps cette évolution et cette complication grave. Concernant les facteurs prédictifs d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique, les facteurs qui sont identifiés sont surtout en période de prénatale, l'oligoamnios, on en a parlé en long et en large, c'est un facteur pronostic très important qui témoigne de l'altération de la fonction rénale. Il y a également la prématurité et le retard de croissance intra-utérin, de par la réduction néphronique, le faible capital néphronique de ces bébés-là, donc le risque de maladie cardiovasculaire et rénale dans l'enfance et même à l'âge adulte. La bilatéralité des lésions est également prédictive d'un risque d'évolution vers l'insuffisance rénale. Il y a également la présence d'un reflux, de par la néphropathie de reflux, que ce soit un reflux qui s'infecte ou pas, les valves de rate postérieures qui constituent une cause majeure d'insuffisance rénale chronique chez l'enfant, l'existence d'une protéinurie. La protéinurie est en fait un stigmate de lésion fibreuse du rein, donc la présence de protéinurie est un témoin important de la lésion rénale, et bien sûr la survenue d'infections urinaires qui vont constituer un facteur surajouté donc d'aggravation ou de risque d'atteinte rénale. Donc ces enfants-là méritent d'être suivis et les paramètres qu'on va suivre sont essentiellement cliniques. On va rechercher les stigmates, le retentissement de l'atteinte rénale, on va évaluer la tension artérielle, on va évaluer la protéinurie moyennant une bandelette urinaire simple, la diurèse de l'enfant et sa croissance, bien sûr, parce qu'une atteinte chronique retentit forcément sur la croissance de l'enfant. À quel rythme on va surveiller ces enfants? Tout dépend des facteurs de risque associés et de la sévérité de l'atteinte. Dans les cas simples, une fois par an, l'évaluation de ces paramètres peut être suffisante, mais pour les autres cas, le rythme il est variable, mais généralement, on doit les évaluer tous les 3 à 4 mois cliniquement et avec une fonction rénale au moins une fois tous les ans. Alors, est-ce que tout enfant chez qui on a diagnostiqué une uropathie malformative, et là, dans le cas particulier de cet enfant, un syndrome de la jonction qui a été opéré, devrait être référé à un néphrologue pédiatre, ou est-ce qu'un pédiatre pourra faire le suivi? C'est-à-dire, quels sont les cas dans lesquels je dois adresser cet enfant à un néphrologue pédiatre? Alors, généralement, dans les cas sévères, avec facteur de risque, il doit être référé d'emblée, de préférence dès la période néonatale, après la prise en charge chirurgicale, mais il doit être branché avec le néphrologue pédiatre immédiatement. Pour les cas moins sévères, le suivi peut être assuré par un pédiatre,
mais en monitorant les paramètres qu'on vient de citer. Et dès qu'on voit qu'il y a apparition d'une HTA, qu'il y a un retard de croissance, qu'il y a à la bandelette une protéinurie, je pense qu'il faut le référer à un spécialiste. Et est-ce que vous pensez, pour une famille qui a déjà eu un enfant atteint d'une uropathie malformative, d'un syndrome de la jonction, c'est sûr qu'ils vont avoir d'autres projets pour avoir d'autres enfants. Est-ce qu'il y a une place au dépistage génétique ou au conseil génétique pour ces familles-là? Alors, la place de l'atteinte génétique, elle est certainement là, dans les uropathies. En fait, les uropathies ou les anomalies de la néphrogénèse sont soit secondaires à une exposition environnementale, par exemple un diabète gestationnel, un alcoolisme maternel, tabagisme, l'exposition à des traitements, ou bien à des facteurs génétiques. D'ailleurs, une cinquantaine de mutations sont identifiées. Néanmoins, le dépistage familial n'est pas indiqué systématiquement, hein, mais on conseille de faire déjà chez le patient la recherche d'anomalies génétiques par biologie moléculaire en cas d'histoire familiale d'uropathie, en cas de bilatéralité des lésions, ou bien si on a des éléments à l'examen clinique qui nous orientent vers un syndrome particulier. D'ailleurs, tout à l'heure, Dr Mathlouth nous a parlé des anomalies qu'il faut chercher systématiquement chez tout enfant qui a une uropathie ou qui même se présente sans uropathie connue avec une infection urinaire, les anomalies des oreilles en particulier, les anomalies du rachis, et les anomalies des extrémités, l'examen ophtalmo, tout ça pour voir est-ce que cette atteinte s'inclut dans un syndrome particulier. À ce moment-là, on va orienter la génétique ou pas. Docteur Sonia Nouri, tu sembles oublier que ce patient a été opéré quand même. Donc non, je ne l'ai pas oublié, mais... Il y a quand même des éléments de surveillance chirurgicale qui doivent être donnés. Donc, docteur Belrith, comment vous allez suivre ce patient? Il doit être suivi en parallèle avec les pédiatres, ça c'est sûr. Donc, mais le chirurgien doit assurer un suivi pour prévenir, s'assurer qu'il n'y a pas de sténose anastomotique. C'est la complication de loin la plus fréquente. Et comment donc on peut suspecter cette sténose en cas d'aggravation de la dilatation lors du contrôle échographique régulier. Il peut nécessiter même des reprises chirurgicales. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, il y a donc plusieurs méthodes thérapeutiques. Donc, soit donc une reprise, si la sténose est importante avec un retentissement, donc on peut être amené à reprendre le malade pour refaire de nouveau l'anastomose pyélo-urétérale. Merci. Voilà, donc on arrive maintenant à la fin de notre panel. C'était vraiment très intéressant. Je remercie encore l'Association tunisienne de médecine néonatale. Je remercie tout le monde. Merci pour cette discussion enrichissante. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps, sinon on aurait profité de cette discussion. Et voilà, il faut insister au terme de ce cas clinique sur la nécessité du diagnostic anténatal. Il faut profiter de ce diagnostic anténatal pour planifier la prise en charge multidisciplinaire de ces uropathies malformatives. Il faut insister sur la communication entre les différents protagonistes et la communication aussi avec les parents. Que penses-tu, Emine? Oui, je vais rajouter juste deux notions. Une notion qui est chère à mon maître, Dr Belrith. Chaque dossier d'urologie est un dossier particulier, est un dossier unique. Il faut bien le discuter et aussi, en étant ensemble, on est moins bête. Voilà. Vive la Tunisie, vive l'association de médecine néonatale et vive la science. Merci pour à tous les intervenants de cette table ronde. Merci pour l'originalité de cette présentation. C'est vraiment très pédagogique et je vous félicite tous pour ça. Voilà, merci beaucoup. Merci pour ce nouveau style de présentation qui était très agréable. Et je vous laisse la parole pour répondre aux quelques questions qui vous ont été adressées par les participants. À vous la parole.
pour la première question sur l'antibioprophylaxie, si Dr Samah Mabrouk veut répondre. Alors, pour l'antibioprophylaxie, comme je vous ai dit, l'indication n'est pas systématique, surtout dans un cas de figure comme celui qu'on vient de présenter. Elle est indiquée dans certains cas où vraiment c'est une neuropathie suspecte d'être sévère avec un risque d'infection urinaire ou si l'enfant est infect. Alors, pour la molécule, généralement, on utilise encore le cotrimoxazole, donc le Bactrim, mais pour le nouveau-né, donc avant l'âge de 1 mois, on ne peut pas utiliser cette molécule, donc on peut utiliser une céphalosporine de première génération en sirop. Sinon, c'est le Bactrim, on continue à l'utiliser, malgré le fait qu'il y a des taux de résistance importants. Mais c'est la molécule avec laquelle on commence l'antibioprophylaxie quand elle est indiquée. Et donc, pour la durée de l'antibioprophylaxie aussi, généralement, c'est une courte durée, il ne faut pas dépasser 2-3 mois. Et généralement aussi, on la prescrit en attente de la chirurgie. Donc, c'est pour entourer l'acte chirurgical. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci, Dr Mabrouk. Une deuxième question de Dr Abdelrahman Rorzi qui pose la question et on va la poser à Dr Belrith. Comment confirmer le diagnostic de valve de l'urètre postérieur? Alors, le diagnostic doit être suspecté à l'échographie par la présence d'une dilatation unie ou bilatérale des voies urinaires. Et à l'instant, devant la découverte de cette dilatation, il faut donc s'assurer qu'il ne s'agit pas de valve, hospitaliser et éliminer le diagnostic de valve de l'urètre. Il peut être suspecté par l'échographie, par la distension de la vessie et de la partie proximale de l'urètre. Mais la confirmation se base sur l'UCR, l'urétrocystographie, qui va montrer donc la présence des valves au niveau de l'urètre postérieur. Une pour la dernière question. Oui, oui, allez-y. Vas-y, docteur. Non, je t'en prie, docteur Nouri. D'accord, donc on pourra prendre une dernière question rapidement, celle de Dr Semia Haddad Mahfouf. Et là, je m'adresse à Dr Maslouthi. Souvent, on découvre fortuitement une dilatation des cavités pyélocalicielles sans symptomatologie. Et donc, comment on fait pour suivre ces nouveau-nés, ces enfants? Donc, bonjour tout le monde. Donc, c'est une découverte postnatale fortuite sur une échographie de dilatation. En fait, les dilatations sont généralement asymptomatiques. Il vaut mieux justement anticiper et les explorer dès qu'ils sont asymptomatiques. Et ça dépend de la localisation de la symptomatologie, de la dilatation, pardon. Si c'est une dilatation bilatérale ou hétéropyélocalicielle, on suspectera les valves de l'urètre postérieur. Chez un garçon, c'est une valve de l'urètre postérieur, donc c'est l'UCR. Si c'est une dilatation unilatérale, ça peut être un reflux. Si c'est une dilatation, comme on a vu dans le panel discussion, pyélocalicielle, ça peut être un syndrome de la jonction. Donc, généralement, en nous explorant par échographie, scintigraphie, UCR, voire même uro-IRM, mais ça dépendra de chaque dossier et spécifique. Ça dépendra de la localisation, de la dilatation, si elle est sévère, supérieure à 10 ou inférieure à 10. Et chaque cas est un cas. Je ne peux pas répondre comme ça sur... c'est une question assez vague. Merci. Merci pour toutes ces réponses. Merci pour cette revue de la question uropathie malformative depuis l'anténatal jusqu'à l'âge de l'enfant. Et on va passer au quiz. Donc,